Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface. Vous n'avez pas de divan? Je ne sais pas trop ce que je dois dire. J'avais peur avant de venir. J'ai hésité longtemps. C'est vous qui commencez ou c'est moi? Comment fait-on d'habitude? Vais-je devoir parler de mon passé? Le psy que j'ai vu ne parlait pas du tout. Et vous, quelle est votre méthode? Vous n'en avez pas marre d'écouter tout le monde? Je me demande ce que vous écrivez sur votre calepin? Combien de temps faut-il pour que ça change? Vous croyez que ça peut se guérir? Autant de questions auxquelles j'ai eu envie de vous répondre. Comment se déroule une séance de psychothérapie? Que fait-on pendant la séance? Que dit-on? Que partage-t-on? Et le psy, lui, que fait-il? Quel genre de soins apporte-t-il? Comment s'y prend-il? À quoi pense-t-il? Que se passe-t-il dans la peau de ce psy que vous venez consulter? Il existe une quantité d'ouvrages théoriques sur la psychothérapie. Les psychothérapeutes qui parlent de leur pratique ne sont en revanche pas légion, laissant bon nombre d'entre vous avec des interrogations souvent en suspens. Le dévoilement du thérapeute est un vaste sujet dans notre profession. Si nous nous dévoilons inévitablement par notre simple présence, par notre façon d'être ou par nos silences, nous pouvons également le faire en partageant notre éprouvé dans l'instant. Se pose alors la question du pourquoi dire, que dire et comment le dire. Faut-il vraiment, comme le dit l'adage, vivre caché pour vivre heureux? Je sais de façon empirique que le plus effrayant est souvent ce qui reste dans l'ombre. Voilà pourquoi je souhaite vous ouvrir grand la porte de mon cabinet, et tant mieux si je prends des risques. C'est ainsi que je me sens plus vivante. Vous allez entrer chez une gestalt thérapeute. Mon travail de psychothérapeute est par conséquent teinté des spécificités propres à la gestalt, né dans les années 50 suite aux travaux de Fritz Perls et Paul Goodman, et j'aimerais prendre enfin le temps de vous dire ce qui me touche profondément dans cette approche humaniste et relationnelle. La particularité de la gestalt thérapie est que, contrairement à d'autres approches, nous ne nous intéressons pas exclusivement à l'intrapsychique. Nous nous situons dans ce que nous nommons une perspective de champ dont le postulat est que tout organisme est nécessairement en contact avec son environnement qui le modifie, et qu'il modifie réciproquement. Autrement dit, tout psychothérapeute que je suis, je fais partie de l'environnement de la personne qui vient me voir. Plutôt que de chercher ce qui dysfonctionne chez elle, je vais considérer ce prétendu dysfonctionnement comme sa façon originale d'être en relation, en l'occurrence en relation avec moi au sein de mon cabinet. C'est ce que nous allons ensemble mettre progressivement en lumière. Pour ce faire, loin d'être prétendument neutre, je m'engage totalement dans cette relation. C'est en restant attentive à ce qui se passe ici et maintenant, en interagissant à mon tour avec cette personne que s'élabore le travail thérapeutique à l'occasion de cette affectation mutuelle. Socialement, notre façon d'entrer en relation est parfois difficile, souffrante, distordue, voire obsolète. La gestalt thérapie offre l'opportunité d'une mise en conscience de cette manière d'être au monde. Au moyen de la relation que nous allons établir, elle vise à explorer et développer la capacité de chacun à s'ajuster à son environnement de la façon la plus créative et la plus fluide possible. Ce processus demande un certain temps. C'est pourquoi certaines thérapies peuvent durer des années. Cependant, quelques mois peuvent parfois suffire à débloquer une situation. Me concernant, la durée moyenne d'un travail est comprise entre 1 an et demi et 3 ans pour des séances souvent hebdomadaires d'une 50aine de minutes. Profondément touchée par la confiance que me font les personnes qui viennent me voir et osent se dire « Je choisis dans ce recueil de me dévoiler à mon tour ». Mon témoignage se veut être à la mesure de la profonde gratitude que j'éprouve envers celles et ceux que je rencontre, ainsi que de la réelle joie que j'ai à exercer mon métier de gestalt thérapeute. Enfin, si l'un de vous, qui êtes venu me voir un jour, se reconnaît dans l'une de ces vignettes, sachez qu'il s'agit forcément d'une erreur. En effet, si je me suis appuyée sur des situations bien réelles, aucun de mes personnages n'existe vraiment. Par souci de confidentialité, j'ai modifié, compilé, romancé toutes les données qui permettraient à quiconque de s'identifier. Petite fille, mon bras levé bien au-dessus de ma tête pour garder ma main dans celle de ma mère, je me souviens de ma sidération lorsqu'au hasard d'une rue, je croisai ma maîtresse d'école. Ma maîtresse à moi.
Dans la rue. Du haut de mes 5 ans, ma maîtresse ne vivait que dans sa classe. Elle nous y accueillait tous les jours, elle y travaillait et le soir elle préparait la classe pour le lendemain. C'était sa vie. Elle ne sortait bien sûr jamais, elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas, elle ne faisait pas pipi, elle n'avait pas d'enfants, pas de famille. C'était une vraie maîtresse quoi. Pas un instant je n'avais imaginé qu'elle puisse avoir une vie. Je restais là, bouche bée, les yeux écarquillés de surprise, ne sachant absolument plus comment me comporter face à elle. Des années plus tard, au hasard d'une autre rue, je tombais littéralement nez à nez avec l'une de mes consultantes qui semblait très absorbée dans ses pensées. Elle releva la tête, je lui souris et attendis malgré moi son sourire en retour. Au lieu de cela, je croisai son regard, aussi neutre que celui d'un passant qui en rencontre un autre. Elle reprit son chemin aussi vite qu'elle l'avait entamé. Intrigué par sa réaction, je l'interrogeai dès la séance suivante. Elle eut grande difficulté à accepter l'idée qu'elle avait pu me croiser sans me voir, et finit par convenir qu'elle ne pouvait m'imaginer hors de mon cabinet. Syndrome de la maîtresse, pensai-je. Je crois que la petite graine d'idée d'écrire a été plantée ce jour-là. Envie de me dire envie. La germination a quant à elle été plus lente. Ma pluie et mon soleil ont été faits de ces « vous allez bien ?» que certains me lancent tandis qu'ils me serrent la main, c'est « avez-vous des enfants ?» c'est « vous êtes sans doute marié » ou encore « vous savez ce que c'est, je pense », comme pour m'inviter à en dire un peu plus. Et l'idée a pu ainsi croître. Pour autant je n'imaginais pas écrire sur moi, sur ma vie. Je n'en voyais pas l'intérêt. J'aime même l'idée de rester un peu mystérieuse sur la personne que je suis. Je m'amuse parfois des vies que l'on me prête. Tour à tour, certains supposent qu'au vu des photos qui ornent les murs de mon cabinet, j'ai vécu à l'étranger, d'autres par ma plaque bien vissée au mur de mon immeuble m'imaginent résidente à Marseille depuis toujours. Ma bibliothèque remplie d'albums jeunesse fait parfois dire à certains que j'ai de jeunes enfants. Les expressions étranges que je comprends comme kiffer, trop top, relou, calé ou chambé me rendent merdin ou une adolescente, parfois en revanche je suis sans famille. J'ai des parents vieillissants ou malades lorsque je ne demande pas la signification d'EHPAD, ou je les ai perdus depuis longtemps si je ne réponds pas. Ça me plaît d'être une surface de projection. C'est l'un de mes outils de travail. Mais j'ai aussi à l'esprit cette femme qui revient me voir après une séance qu'elle a qualifiée de difficile pour elle, et qui me remercie de lui avoir dit que je me sentais dans le flou en entendant ce qu'elle exprimait. Ce fut, témoigne-t-elle, une précieuse prise de conscience de ce qu'un autre pouvait percevoir d'elle qui lui permit de s'interroger à son tour sur ce qui était flou pour elle-même. Nous, Gestalt thérapeutes, avons souvent expérimenté que le dévoilement à bon escient peut servir le processus thérapeutique. De là à oser faire un pas de plus, me livrer par écrit, j'hésitais encore. De plus, comment parler des personnes que je reçois sans qu'aucune ne se reconnaisse ? Et que sais-je de l'effet que cela peut produire sur eux qu'ils me découvrent ainsi ? Je laissai l'idée en jachère un moment. Vinrent ensuite les interrogations de celles et ceux qui n'ont jamais entrepris de thérapie. Certains me disent leur hésitation avant de venir, ne sachant pas vraiment ce qui se passe dans le cabinet d'un psy. D'autres arrivent avec des représentations du psy silencieux et du patient se livrant sur le divan. D'autres enfin me questionnent sur la façon dont ils doivent se comporter en séance, ce qu'ils ont le droit de dire, de faire ou non. On m'appelle aussi à tort docteur. Une jeune femme me dit avoir gardé mon numéro de téléphone dans sa poche des mois durant, hésitant chaque fois à m'appeler puisque finalement elle avait bien tenu jusque-là. Il a fallu qu'elle craque gravement, pour oser enfin franchir le pas. Peut-être que si j'écrivais ce qui se passe ici, certaines personnes auraient un peu moins d'appréhension. Tandis qu'une première petite voix frappait à ma porte pour m'encourager à me lancer, une autre insistait pour me convaincre que tout cela n'était pas très raisonnable. Je me persuadais finalement que sans une analyse théorique sérieuse, mon recueil ne pouvait pas voir le jour. Or, je n'avais précisément pas du tout envie d'écrire un livre théorique. J'abandonnais une fois de plus mon projet. J'ai eu un jour l'immense chance de faire un grand voyage dans le désert. L'une des images qui m'a le plus marqué est celle de cette immensité de sable aride et sec à perte de vue, et là, sous le soleil de plomb, cachée sous une petite roche, une toute petite tige verte ornée de 2 petites feuilles qui avaient poussé à cet endroit,
ayant sans doute pleinement profité d'une infime gouttelette de rosée du matin. Ma petite graine d'écriture devait être de cette famille-là. Malgré tous les bons prétextes que je ne manquais pas de saisir pour ne pas m'y mettre, l'envie d'écrire me poursuivait. C'est une petite fille que je recevais depuis quelque temps qui a eu raison de moi, lorsqu'elle est arrivée en séance avec dans sa poche une feuille d'écolier légèrement froissée, sur laquelle elle avait commencé à écrire un très beau conte qu'elle avait laissé inachevé. Je me suis trouvée très convaincante pour l'encourager à continuer. Le soir même, je me mettais devant l'ordinateur pour commencer à écrire. Blanche-Neige. J'attends tranquillement installée dans mon fauteuil depuis 10 bonnes minutes, maintenant. Personne. J'ai déjà vérifié 2 fois mon portable, oui, bien allumé. C'est bien aujourd'hui. Il est bien 15 heures. La sonnerie fonctionnait tout à l'heure. C'est toujours un moment étrange que d'attendre dans son cabinet quelqu'un que l'on n'a jamais vu, pour un entretien d'1 heure. J'ai toujours une forme d'impatience, mêlée à une légère appréhension à ce que je vais éprouver au premier contact visuel. C'est curieux à dire, mais j'ai parfois la crainte qu'on ne se reconnaisse pas, je veux dire qu'au premier contact on ne se choisisse pas. Et pourtant, invariablement, mon appréhension tombe immédiatement au premier croisement de regards, malgré certaines poignées de main très fermes, malgré quelques regards fuyants. Je suis toujours touchée par cette rencontre de 2 humains qui vont faire un bout de chemin ensemble. Je suis émue par la maladresse de certains qui entrent dans le cabinet comme ils se lanceraient d'un avion pour un saut en parachute, d'autres qui cherchent leur place, canapé, fauteuil, fauteuil, canapé, d'autres encore qui hésitent à me regarder. Je suis émue par ceux qui embrayent immédiatement la conversation avant même d'être assis, histoire de calmer l'appréhension. Toutes ces personnes me touchent au cœur. Je me sens là avec eux, toute prête à entendre ce qu'ils viennent déposer ici. Le temps passe et j'attends toujours. Je sens un léger agacement monter en moi. Encore un lapin. Et merde. Pas un coup de fil, rien. Je n'ai aucun souvenir de notre première conversation téléphonique, lorsqu'elle a appelé pour la première prise de contact. Sur mon répondeur, la voix est généralement un peu timide et tout commence par un faible bonjour, légèrement appuyé sur la dernière syllabe comme pour oser finalement s'affirmer. La voix donne invariablement son prénom et son nom, souvent très rapidement, de manière incompréhensible pour qui ne l'a jamais entendu auparavant. Hang Haikyu Vino creux à l'appareil. Consciencieusement, je note ce que j'ai vaguement compris en me disant que je tâcherai de reproduire le même son lorsque je rappellerai pour notre premier rendez-vous, espérant secrètement que mon borborygme me fera alors miraculeusement sens. Puis vient cette simple phrase. Je vous appelle pour prendre rendez-vous avec vous. Merci de me rappeler au 07 10 ou 06 42 72 02, à moins que ce ne soit 62 12. Vive la technologie, j'ai heureusement le numéro qui s'affiche, sauf lorsque la personne appelle d'un fixe. Je déteste ce cas de figure. Vais-je tomber au bureau sur une secrétaire incrédule qui me passera Hang Haikyu 20 au creux ou pire encore, aurais-je une voix d'homme, mari ou amant dont je ne sais s'il est au courant que sa femme cherche à voir un psy? D'autres fois, à cette première prise de contact téléphonique, la voix est au contraire trop enjouée, trop forte presque du genre « Tout va bien, je n'ai aucun problème, je ne suis pas fou ou folle selon le cas, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas la Gestalt ?» Et oui, c'est difficile à dire Gestalt quand on ne sait pas que c'est de l'allemand et qu'on prononce Gestalt. Quoi qu'il en soit, d'habitude, je me souviens du moment. Qui m'a questionné sur la méthode ou sur le prix d'une séance, qui a pris le temps d'énumérer les méandres des voies qui l'ont conduit jusqu'à moi, qui téléphone pour son fils ou son ami. J'ai déjà une première impression grâce à ce coup de fil ou ce mail d'ailleurs. Homme-femme, voix jeune, tremblante, posée, tempérament anxieux, enjoué, ton grave ou dépressif. Mais aujourd'hui rien. Rien ne me vient plus la concernant, si ce n'est que c'est une femme. Je note ce rien, ne sachant pas quel sens cela fera ou pas plus tard. Je m'accroche au prénom Angélique, qui m'évoque une personne jeune. C'est peut-être ce « rien ne me vient » qui me donne envie de finalement l'appeler, ce que je ne fais habituellement pas lorsqu'une personne oublie ce premier rendez-vous. Bonjour, c'est Marie-Véronique Clancy à la part. Oui, c'est le bordel ici pour se garer. Ça fait 1 heure que je tourne. C'est où votre rue exactement? Waouh,
Elle a prononcé chaque mot d'une voix sonnante, avec un fort accent du sud à la tonalité harangueuse, le tout d'une traite, d'un ton exaspéré de celle qui effectivement tourne depuis 1 heure. Me voilà au parfum comme on dit. Aurais-je affaire à quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, et qui lorsqu'elle est en mauvaise position préfère agresser l'autre que de s'interroger sur sa part de responsabilité? Son ton de voix me parle surtout de violence sourde. À suivre. Lorsque la sonnerie de la porte retentit, je sens une légère appréhension monter. Je sais cela à ma gorge qui manifeste soudain sa présence en se serrant, me faisant presque oublier tout le reste de mon corps. Si elle m'agressait verbalement en rentrant, je respire consciemment et je lui ouvre. C'est Blanche-Neige. Toute fraîche, toute jeune, peau claire presque laiteuse, cheveux longs d'un noir profond, petite bouche très rouge et de grands yeux absolument limpides. Pourtant, elle pénètre dans le hall d'entrée à la façon d'une vachette nîmoise retournant dans son box après la feria. L'œil encore rivé sur les jours éprouvants qu'elle vient de vivre, les épaules en avant non plus pour aller au combat cette fois, mais prête à recevoir les coups éventuels, le pas déterminé, pressée de pouvoir s'asseoir enfin en un mot meurtri. Je suis frappée par son regard si clair et embué de larmes. Elle s'assied lourdement, me regarde et fond en larmes. Elle pleure longuement. Ce qui me touche tout particulièrement, est qu'elle continue à me regarder dans les yeux. Elle pleure encore et encore. Ça s'écoule. Elle semble intarissable. Et elle continue de me regarder comme pour s'assurer que je l'accompagne, que cette fois, il y a bien quelqu'un en face d'elle et qui la voit pleurer. Voilà. C'est comme ça tout le temps. Je pleure tout le temps. J'en peux plus. J'ai une vie de merde. Je fais rien comme il faut. Je fais tout foirer tout le temps. Je suis qu'une merde. Je rencontre que des connards qu'en veulent qu'à mon cul. Des connards ou des camés. Je me perçois pendant tout le temps qu'elle parle comme ayant les 2 mains tendues, ouvertes devant elle, comme 2 coupes prêtes à recueillir ce flot de désespoir. Tandis qu'elle continue à lâcher toutes les larmes de son corps, elle lâche un discours qui parle d'angoisse, d'un début de vie marqué par la mort violente de sa mère, de difficultés relationnelles avec un père extrêmement autoritaire, une belle-mère soumise. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.